Bonjour à toutes et bienvenue à notre live. Je m'appelle Bushra et je suis stagiaire donc, en communication et en marketing digital depuis quelques mois au sein de Noes. Nous avons auprès de nous aujourd'hui Valérie Prost, naturopathe dans le collectif Noes, qui sera là auprès de nous pour animer le live donc, autour du stress. Valérie, je te laisse te présenter. Merci Bouchra. Bonjour à toutes et peut-être à tous. Je ne sais pas si on a des hommes aujourd'hui avec nous, hein, mais en tout cas, bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui. Effectivement, je vais intervenir sur la thématique du stress. Alors, étant très sensibilisée à cette thématique, déjà en tant que naturopathe, puisque le stress est un facteur très important, une source, on va dire, hein, de déclenchement d'un certain nombre de symptômes et de pathologies. Donc, en tant que naturopathe, l'objectif étant toujours de chercher à identifier la cause ou les causes, le stress est une cause souvent présente. Et puis, à côté de ça, j'ai au départ une formation en psychologie clinique et pathologique. Et puis, je me suis formée à des outils de gestion et de libération du stress, dont on parlera un petit peu par la suite, puisque l'objectif étant de vous expliquer ce qu'est le stress et dans un second temps, de pouvoir aborder effectivement les outils, en tout cas de vous donner un certain nombre d'outils et de techniques pour vous aider à mieux appréhender, vous prémunir et puis vous libérer du stress quand il est déjà présent. En général, il est assez souvent, hein. Alors déjà, pour commencer, définir un petit peu ce qu'est le stress. Avant de commencer, j'aimerais juste te rappeler une petite consigne, c'est que donc, nous allons débuter le live et nous laisserons la partie questions-réponses à la fin. Pour celles qui souhaiteraient ouvrir leur caméra et discuter avec leur micro, n'hésitez pas. Et pour celles qui souhaitent rester un petit peu plus en retrait, vous pouvez très bien communiquer dans la boîte conversée. Je te laisse la parole. Merci. Oui, c'est plus agréable si vous le souhaitez. Vous pouvez ouvrir effectivement vos caméras. C'est toujours plus sympathique de pouvoir vous voir. Mais après, voilà, chacun reste libre, bien entendu. Je vous disais donc effectivement la première des choses, à mon sens, c'est de pouvoir essayer de définir ce qu'est le stress. Aujourd'hui, c'est un terme qui est assez souvent diabolisé, pardon. Je pose la question en conférence, qui aimerait parmi vous se libérer définitivement du stress? J'ai beaucoup de mains qui se lèvent, hein, en général. On est tous concernés. Alors, il est important de définir plusieurs choses parce que finalement, le stress n'est pas si mauvais que ça à la base. C'est un mécanisme d'adaptation sans lequel nos ancêtres se seraient fait manger tout cru par tous les prédateurs qui pouvaient exister alors. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de prédateurs, on est plutôt notre propre prédateur, en ayant d'ailleurs créé un certain nombre de contraintes, de coercitions, de règles, notamment le temps, hein. Le temps, on est très, très prisonnier de cette notion. On court après le temps, on court après beaucoup de choses d'ailleurs. Et de fait, aujourd'hui, le stress est plus ou moins diabolisé, alors qu'en fait, au départ, c'est un mécanisme physiologique d'adaptation qui nous permet, par la production de certaines hormones, l'adrénaline que connaît tous, hein, quand on a un petit coup de speed, on va avoir le cœur qui va se mettre à palpiter un petit peu plus rapidement, la fréquence respiratoire qui va augmenter, on va avoir la bouche qui va s'assécher, on va avoir la pupille qui va se dilater, on va avoir la température corporelle également qui va pouvoir être modifiée, le ventre qui va se crisper. En général, ce qu'on dit, on a les boyaux un peu tordus, on va avoir des nausées parfois. On va avoir une incidence très souvent aussi sur la libido. Bref, ça, c'est quand ça s'installe dans le temps. Donc, la première des choses, c'est de prendre conscience que, dans un premier temps, le stress est un mécanisme d'adaptation qui nous permet de nous adapter à notre environnement lorsque l'on subit un danger, qu'il soit réel ou imaginaire. On va avoir le même mécanisme physiologique dans le corps. Et ce mécanisme physiologique nous permet de nous adapter en mobilisant nos ressources énergétiques pour fuir ou combattre. Voilà. Ça, c'est quand ça dure quelques minutes en général. Et puis, une fois qu'on a pu réagir et s'extirper d'un éventuel danger, hein. Exemple, vous traversez la rue, il y a un énorme camion qui vous fonce dessus. Vite, vous allez avoir très vite ce cœur, hein, qui se met à battre. Vous allez avoir la mobilisation de tous vos sucres dans le corps pour pouvoir nourrir vos muscles, hein, pour vite se carapater, votre cerveau et votre cœur pour justement faire face au danger. Vous traversez la rue, tout va bien, plus de peur que de mal, comme on dit. Et puis, petit à petit, tout redevient dans l'équilibre. On réapaise un petit peu tout ça. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes confrontés tous et toutes à des situations qui durent dans le temps en termes d'exposition au stress.
nous avons parfois des difficultés au travail, à la maison, avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nos parents, avec notre chef, nos collègues, enfin, dans différentes situations, on peut être amené à être malmené. Et puis, parfois, c'est des petites choses. Parce que souvent, je dis une chose qui est très importante, c'est pas ce que vous vivez qui est important, c'est comment vous le vivez, l'impact que ça a sur vous. Et d'une personne à une autre, on va vivre des situations similaires, comme on a pu vivre par exemple le confinement. Certains l'ont vécu mieux que d'autres. Alors bien sûr, il y a des, je dirais des paramètres matériels qui font que c'est plus facile dans certains cas que d'autres, mais malgré tout, on a des ressources, les uns et les autres, un peu différentes. Et il y a des choses qui vont nous toucher, alors que d'autres choses vont glisser sur nous et ce ne sera pas la même chose chez le voisin, la cousine ou la sœur. Voyez. Donc, on a des ressources qui vont être différentes les uns des autres. Et en fonction de nos ressources, eh bien, on va épuiser, petit à petit, on va tirer sur la corde. Et puis, au bout d'une semaine, un mois, 6 mois, un an d'exposition à des stress chroniques, ou l'accumulation de petits stress, comme un déménagement, comme un mariage, il n'y a pas que les divorces qui vont peser, mais l'organisation de choses, ça plus ça plus ça, la gestion des enfants, un changement de travail ou de poste, eh bien, toutes ces petites choses vont s'accumuler et vont faire que vous allez devoir vous adapter, vous suradapter, et ça va effectivement générer ce qu'on appelle un stress chronique. Et ce stress chronique va faire que vous allez, dans votre organisme, peu à peu, être en épuisement. Vous allez mobiliser énormément de ressources en termes de minéraux, d'oligo-éléments, de vitamines. Et petit à petit, vous allez avoir plus de mal à vous remettre sur pied. Vous allez avoir une fatigue qui va s'installer et une récupération plus difficile. Alors, chez chacun d'entre nous, ça va se manifester de différentes façons. Mais aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que 90% des pathologies, ce qu'on appelle de civilisation, le diabète de type 2, l'hypertension, le cholestérol, les problèmes de peau, les problèmes digestifs, les pathologies auto-immunes dont on entend de plus en plus parler, hein, les polyarthrite rhumatoïdes, les scléroses en plaques, etc., etc. Ce sont des pathologies en fait dites de civilisation qui prennent leur source dans l'inflammation de bas grade, c'est-à-dire une inflammation continue, latente, qui n'est pas forcément manifeste toujours, mais on va avoir des petits problèmes de peau, des petits problèmes de sommeil, des petits problèmes digestifs, des petits problèmes d'humeur, sans pour autant atteindre forcément des pics, mais notre organisme, petit à petit, nous envoie des signes. Et comme on n'a pas toujours pris l'habitude d'écouter ces signes, on attend souvent d'être en pathologie pour s'occuper de sa santé, hein, eh bien, l'organisme, petit à petit, il lutte, il fait comme il peut, il essaie de trouver son équilibre et il a de plus en plus de mal. Et aujourd'hui, effectivement, 90% de nos pathologies que nous rencontrons les plus fréquemment sont d'origine inflammatoire. Alors que vous remontez il y a une centaine d'années, 90% des pathologies de l'époque étaient d'origine infectieuse. Donc, on a vraiment bougé le curseur, on a réussi à enrayer un certain nombre d'infections, mais aujourd'hui, nos pathologies ont une origine pour la plupart inflammatoire. Et les troubles de l'humeur, les dépressions, les burn-out, pour ne citer qu'elles, ont une origine inflammatoire. Voilà. Alors, beaucoup plus vaste qu'on peut l'imaginer quand on la traite de façon allopathique. Voilà, donc il y a une chose importante aussi au niveau de la santé. J'aimerais définir aussi ce terme parce qu'on parle beaucoup de santé, mais finalement, qu'est-ce que c'est que la santé? Et la santé, ce n'est pas uniquement l'absence de pathologie ou d'infirmité. Hein. La santé, c'est avant tout un complet bien-être physique, psychique et social. Et quand il y a un de ces trois piliers, on va dire, qui tend à défaillir, ou en tout cas qu'on n'entretient pas, bien sûr du moyen ou du long terme, vous avez des répercussions sur tous les plans de votre santé. Donc, c'est important de prendre en considération que le terme de bien-être n'est pas du luxe, mais le bien-être fait partie intégrante de votre santé, le bien-être physique, psychique et social. Ça, c'est important. Et aujourd'hui, on subit beaucoup, beaucoup de choses, on essaie de s'adapter, de se suradapter, mais effectivement, on n'est pas toujours dans le bien-être. Et on culpabilise surtout, alors, je ne veux pas faire de féminisme ici, mais les femmes ont tendance à porter souvent plusieurs casquettes, un petit peu plus souvent que les hommes, et culpabilisent souvent dès qu'elles commencent à penser un peu à elles, à prendre du temps pour elles. Donc, il est important aussi de bien prendre conscience que s'occuper de soi, c'est très important. Et prendre soin de soi, avoir du temps pour soi, être dans le bien-être pour soi est très important pour sa santé et puis pour également sa famille et ses proches. Parce que si on ne pense pas à soi, eh bien les autres vont aussi en pâtir, puisque nous, on va de moins en moins aller bien, en fait. Hein.
Voilà, donc je vous ai un petit peu fait un topo au niveau de la santé. Alors, vous avez énormément d'impact. Hein, le stress au niveau de votre corps, ça va avoir un impact. Il faut toujours penser à une chose, c'est que votre corps et votre façon d'appréhender l'environnement au niveau psychisme a un lien étroit. C'est-à-dire que votre façon d'appréhender l'environnement va avoir un lien sur vos émotions et va avoir un lien sur votre corps et votre état de santé corporel, physiologique. Et en même temps, tout ce que vous avez comme stress oxydatif, qui est d'un autre type de stress, c'est-à-dire au niveau de l'alimentation, on va en reparler, mais tout ce que vous subissez dans votre corps, hein, le stress oxydatif, c'est quand vous avez des attaques au niveau de vos cellules hein, qui vont vieillir prématurément, bah, notamment liées à la production de certaines hormones, liées au stress, à l'impact du stress physique. Mais en tout cas, vos émotions, votre mental et votre corps sont en lien étroit. Et quand souvent on entend certains médecins dire « mais c'est dans votre tête, ma petite dame », ça arrive souvent, hein, ça. Vous vous écoutez trop ou oh, bah, ça va passer. Bien non, si votre corps vous envoie des signaux, c'est qu'il exprime des choses. Et aujourd'hui, il était très important d'apprendre à écouter son corps. Alors, on ne sait pas toujours décrypter hein, ce qu'il veut nous dire. C'est ça la difficulté. Donc là, il y a des praticiens dont c'est le métier, comme les naturopathes par exemple, mais pas que. Hein. L'idée, c'est de pouvoir vous aider à comprendre ce que vous dit votre corps et de rééquilibrer les choses. Alors, on a tous des contraintes, on ne peut pas tout changer d'un claquement de doigts, mais c'est petit à petit d'apprendre à comprendre ce que votre corps vous envoie comme message pour pouvoir y répondre de façon adaptée. Alors, pour y répondre de façon adaptée, il y a plusieurs choses et l'idée, c'est de comprendre si ce qui chez vous est en dysfonctionnement, c'est-à-dire ce qui est en déséquilibre, hein, comme je vous le disais au départ, c'est vraiment pour chacun d'entre vous, essayer de mieux se comprendre et d'identifier les causes chez vous qui sont à l'origine des signes, des symptômes que vous pouvez éventuellement avoir quand vous avez des signes et des symptômes. C'est aussi d'apprendre à les écouter. Parce que parfois, on se dit, oh, ben voilà, j'ai des petits boutons, ou j'ai mal au ventre, ou j'ai ceci, ou j'ai cela. Alors, les signes sont nombreux. Alors, au niveau de l'estomac, par exemple, souvent, les personnes qui vont avoir des reflux gastro-œsophagiens, ça, on va le retrouver aussi fréquemment. Des nausées, des vomissements également. Hein, au niveau de la sphère intestinale également, avec de la constipation, avec des diarrhées, avec des ballonnements, avec un certain nombre de symptômes au niveau digestif, sur la sphère digestive. On peut avoir des douleurs au niveau articulaire, au niveau musculaire qui vont commencer à s'installer. Ça, c'est aussi, ça peut en tout cas être, le stress peut être aussi à l'origine de ces douleurs. Pas uniquement le stress, hein, on est d'accord, mais c'est un facteur important. Je vous expliquerai après comment on en arrive à ça. Au niveau du système reproducteur, hein, ce que je vous disais aussi, et en tout cas au niveau des relations intimes, des relations sexuelles et de l'intimité même du couple, quand on est en situation de stress chronique, eh bien, on va avoir un déséquilibre au niveau de notre système nerveux autonome. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, mais ce qui fait qu'on a des organes qui vont être hyperactivés, comme le cœur, le système cardiovasculaire, la fréquence respiratoire. Et puis, on va avoir des organes qui vont être écrasés, qui vont moins bien fonctionner, comme la sphère digestive qu'on vient d'aborder, et puis la libido en général. Quand on est en situation de stress, on a un petit peu moins envie de faire des galipettes et puis d'avoir des câlins avec le conjoint ou avec la conjointe en fait. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a un impact sur la sphère intime aussi, sur l'équilibre du couple parfois aussi, du coup. La peau peut être malmenée, alors on peut avoir de l'eczéma, du psoriasis ou des remontées d'acné tout simplement. Au niveau du cœur, avec des montées de tension artérielle par moment, de rythme cardiaque qui va aussi s'emballer, parfois d'arythmie, de tachycardie qu'on peut retrouver chez certaines personnes. Au niveau du pancréas également, puisque finalement, on va produire, outre l'adrénaline dont je parlais tout à l'heure, on va produire du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone dite du stress. Hein. Et ce cortisol, il est très important parce que finalement, il va nous permettre dans un premier temps de nous adapter, mais quand ça dure dans le temps, eh bien, comme il fait monter le taux de sucre dans le sang, il va fatiguer le pancréas et il va vous fragiliser, pouvant éventuellement favoriser l'émergence de diabète de type 2. Donc, le cortisol est également une hormone qui, sur du long terme, est pro-inflammatoire, donc entretient l'inflammation dont je parlais tout à l'heure. Hein. Le cortisol va fatiguer votre surrénal. Donc, le cortisol va également avoir un impact derrière sur votre thyroïde. Donc, les petits problèmes de thyroïde également peuvent être
en jeu. Parfois, on a des résultats de bilan sanguin qui sont, on est dans les normes, comme on dit, hein, au niveau de la TSH pour la thyroïde, mais vous avez tendance à avoir la peau sèche, à avoir une perte de cheveux, à avoir de l'irritabilité, à avoir de la résistance à la perte de poids. Et bien ça, c'est des signes de thyroïde en fragilité, en souffrance. Même si votre taux TSH est dans les normes, comme on dit, en sachant que ces fameuses normes sont différentes d'un pays à un autre, hein, que ce soit chez nos voisins allemands ou suisses, on n'a pas les mêmes normes. Donc pourtant, on est assez proche hein, en termes génétiques au niveau européen. Donc, il faut toujours écouter le corps plus que les bilans sanguins. Moi, je dis souvent, ça nous donne des indications, mais parfois, il faut plus savoir écouter ce que nous envoie comme message votre corps. Au niveau de la tête, alors on va avoir des émotions également qui peuvent être envahissantes, hein, des sautes d'humeur, du manque d'énergie. On peut sombrer dans des déprimes, voire des dépressions, hein, des burn-out qu'on rencontre de plus en plus souvent parce qu'on ne s'autorise pas à s'exprimer ou voilà pour différentes raisons. Là, ça demanderait une conférence complète là-dessus. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est une thématique très importante, notamment liée au manque de confiance en soi. Des problèmes de concentration, des problèmes effectivement de mémorisation aussi, la mémoire, hein, l'inflammation au niveau de l'hippocampe dans le cerveau. On va avoir le système immunitaire qui va être aussi mis à mal. Hein. On va surréagir parfois et avec des déclenchements, comme je le disais tout à l'heure, de pathologies auto-immunes hein, parfois, où le système immunitaire est tellement emballé, tellement suractivé qu'il va s'attaquer à ses propres cellules. Voilà, alors ça c'est un petit panel, on pourrait rentrer dans le détail. L'objectif, c'est pas forcément d'y passer toute cette visio, mais il y a un impact très important dont il faut prendre conscience, c'est que il y a un impact énorme sur la sphère intestinale et que cette sphère intestinale est au cœur même de votre bonne santé physique et psychique. Donc il faut retenir une chose, c'est qu'en fait, quand vous êtes en situation de stress chronique, que vous ayez ou non des symptômes au niveau digestif, vous avez tendance à avoir une fragilité au niveau de votre équilibre de microbiote, c'est-à-dire de votre flore intestinale. Et vous avez tendance, si on cumule une alimentation pas tip-top, on va voir ce que ça veut dire une alimentation tip-top, mais si vous ne mastiquez pas, que vous ne vous hydratez pas, que vous ne faites pas forcément d'activité physique, on va voir tout ça, mais dans quelle mesure vous cumulez un certain nombre de paramètres qui vont tendre à générer une hyperperméabilité au niveau intestinal et favoriser le passage de certaines substances qui vont avoir à terme un effet sur votre humeur, je dirais au long cours, hein, et générer notamment ces fameuses dépressions dont je parlais tout à l'heure. Voilà, je fais court, j'essaye. À présent, on va voir, si vous le voulez bien, si vous avez des questions, on verra tout à l'heure, il n'y a pas de souci. On va voir à présent effectivement les différents outils que vous pouvez avoir, assez facilement d'ailleurs pour la plupart d'entre eux, pour pouvoir vous aider à mieux appréhender ce stress et aussi pour pouvoir l'éviter dans certains cas, ou en tout cas éviter qu'il soit débordant, mieux le gérer, mieux l'appréhender, mieux s'en prémunir. Alors après, chacun à son niveau en fonction de votre situation actuelle et à venir. Alors, pour commencer, en naturopathie, hein, on a pour principe de dire que ton alimentation soit ton premier médicament. Pour autant, la naturopathie, ça n'est pas que ça. Mais l'alimentation est véritablement quelque chose de très important. Nous avons vu notre alimentation évoluer depuis la Seconde Guerre mondiale avec l'émergence de lobbying agroalimentaire, hein, d'industries qui se sont développées au niveau de l'alimentation que nous ne connaissions pas avant. Et de nombreux produits se sont développés et la consommation de certains produits beaucoup plus qu'à l'époque. Alors, concrètement, aujourd'hui, on consomme énormément de sucre. Les sucres, les glucides, sont cachés dans beaucoup de choses. Ce n'est pas parce que vous mangez quelque chose qui n'a pas un goût sucré que ça n'est pas riche en glucides. Un exemple tout bête. Souvent, je rencontre des personnes qui me disent « Ah, mais moi, je mange sain. » Et puis voilà, quand j'ai un petit creux, par exemple, je vais manger des galettes de riz soufflées. Vous voyez un petit peu hein, on trouve dans les magasins bio, donc on se dit « Super, c'est un aliment santé. » Pas vraiment, parce que c'est très riche en glucides. Et souvent, alors c'est pas grave hein, si vous en mangez, c'est pas non plus, faut pas tomber dans les extrêmes. Mais sous prétexte de se dire, de croire que c'est un aliment santé, on va se goinfrer éventuellement de ça au détriment d'autres choses qui pourraient être aussi tout à fait bénéfiques. Donc l'idée, c'est d'être vigilant parce qu'il y a beaucoup de sucre caché. Et quand on regarde,
En France, on est quand même, on a des spécificités, notamment la boulangerie. La pâtisserie, hein, la boulangerie, on est quand même assez fort. C'est vrai que c'est bon, mais quand on prend du pain blanc, c'est-à-dire du pain duquel on a enlevé le son, hein, on n'a pris que le germe, eh bien, ce sont des glucides aussi. Le pain est riche en amidon, et l'amidon, c'est des glucides. Donc, quand on fait le cumul de ça, plus ça, plus ça, plus ça, on ne se rend pas toujours compte, mais on consomme beaucoup, beaucoup de sucre. Alors, j'ai rien contre le sucre, hein. Le sucre, on en est très dépendant d'ailleurs. Il y a des études qui démontrent qu'on est plus dépendant au sucre que la cocaïne. Donc, c'est vraiment, on a une forte dépendance au niveau des récepteurs, au niveau des neurones, hein, et on a ce circuit de la récompense, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Effectivement, depuis le plus jeune âge, combien d'entre nous n'ont pas fait la chose suivante? Vous avez vos enfants que vous allez chercher à l'école, ils ont eu des bonnes notes, ils se sont bien comportés, eh bien, ah, ben, on va aller acheter un gâteau ou on va acheter des bonbons. C'est la récompense, hein. Et c'est rare qu'une maman ou une nounou ou une grand-mère dise: «Ah ben tiens, ce sous tu as été sage, on va faire des brocolis». Bon, voilà, c'est vrai que alors on peut aussi manger les 2, hein, bien entendu, l'un n'exclut pas l'autre. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que très tôt, on a, ce goût au sucre, hein. Un bébé, on met du sucre sur le mamelon d'une maman qui allaite, il va téter encore plus fort, hein. On a une appétence naturelle pour le sucre et si la maman a consommé en plus de sucre pendant la grossesse, il va avoir une appétence encore plus importante. L'alimentation pendant la grossesse joue aussi un rôle important dans le goût, hein, le développement du goût chez les enfants. Les enfants indiens vont naturellement, les bébés indiens vont naturellement aimer les épices que les enfants européens, dont les parents, la maman n'a pas consommé d'épices pendant la grossesse, aura une grimace, il ne va pas forcément adorer ça. Et le problème, c'est que quand on habitue effectivement depuis le plus jeune âge à cette appétence au sucre, eh bien, quand on va aller moins bien, alors il faut savoir déjà que le sucre est inflammatoire. C'est vraiment au niveau de l'alimentation l'élément le plus pro-inflammatoire. Donc, en consommer, c'est bien, c'est notre carburant, hein, mais il y a des sucres rapides, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Donc, tout ce qui va avoir un goût sucré, hein, bah, l'idée, c'est effectivement de lever un peu le pied quand c'est possible. Après, on peut travailler dessus hein, de différentes façons, mais voilà, sensibiliser au fait que ce soit vraiment un aliment qui n'apporte pas forcément grand-chose. Les sucres complexes sont un peu plus intéressants quand on prend du riz complet, des pâtes complètes, du pain complet. Il y aura plus d'intérêt avec les fibres notamment. Les fibres ralentissent le passage du sucre dans le sang. Mais je vous disais, donc, quand on est habitué depuis tout petit à consommer du sucre, le truc, c'est que quand on devient, et que c'est associé à un moment de plaisir, de récompense, quand on devient adulte, qu'est-ce qui se passe? On a un coup de moins bien, ça s'est pas bien passé au boulot, ou on vient de s'engueuler avec son conjoint, ou on a du mal à gérer les enfants, ou eh bien, on escomptait, je ne sais pas, on avait un projet, ça tombe à l'eau. On va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On se réfugie dans le sucre. C'est le doudou, c'est le nanan, c'est le réconfort, la béquille quand ça va pas bien. Et sur le coup, il nous booste, et dans un second temps, il est dépressif. Donc, il ne faut pas perdre de vue que le recours systématique au sucre, c'est pas forcément la meilleure option, même si sur l'instant, il nous réconforte. Eh bien, à moyen terme, il nous rend encore plus vulnérables au niveau émotionnel. Voilà, pour faire court, au niveau des sucres. De façon générale, on a vu beaucoup aussi les produits industriels hein, qui ont émergé avec des produits tout faits. Hein, pour faciliter effectivement, faire gagner du temps aux femmes qui sont venues sur le marché du travail, hein, alors qu'avant, il y a 60-80 ans, ce n'était pas forcément aussi fréquent. Il faut gérer beaucoup de choses, donc on court après le temps, ce que je disais tout à l'heure, donc du coup, recours aux produits, pour certaines d'entre nous en tout cas, tout fait. Il y a un retour en arrière là-dessus quand même, hein. On prend conscience que ce n'est pas forcément l'apanage, enfin l'idéal, on va dire, la panacée. Donc du coup, on revient un petit peu en arrière et aujourd'hui, on voit une recrudescence des produits un peu bruts du fait de cuisiner. Ça, c'est important. Voilà. Alors, au niveau de l'alimentation, les choses sur lesquelles il faut être un petit peu vigilant, on va dire, qui ont tendance à être inflammatoires et donc vous favorisez une moins grande résistance au stress, ça sera donc le sucre. La consommation récurrente de blé moderne, de blé tout simplement, hein, parce qu'ils ont été transformés génétiquement et que on va avoir tendance à augmenter la génétique, la transformation du blé hein, fait qu'aujourd'hui, il n'est pas forcément toujours digeste pour nous et on ne s'en rend pas toujours compte. Mais quand on a tendance à avoir une fatigue chronique, quand on a tendance à avoir éventuellement des maux de ventre,
quand on a tendance à avoir des boutons, on peut s'interroger sur quel est notre degré de capacité à pouvoir assimiler le gluten. Donc, il y a des petites choses très simples. On peut faire des tests sans forcément dire qu'on éradique à vie, hein. L'idée, c'est vraiment de voir chez chacun d'entre nous quelle est sa capacité à assimiler, à pouvoir oui, digérer le gluten, en fait. Donc, après, il y a des choses intéressantes, hein. Il y a des blés anciens comme le kamut qui peuvent être intéressants, le petit épeautre qui contient moins de gluten. Enfin, il y a plein de céréales qu'on peut utiliser au lieu des blés modernes, hein, enfin des blés qu'on utilise aujourd'hui dans plein de choses d'ailleurs, même quand il n'y a pas forcément lieu. On voit dans les produits transformés beaucoup de gluten, de présence de gluten. C'est ça aussi, c'est la récurrence, hein, et l'équilibre ou le déséquilibre. Les produits laitiers, alors au niveau de la vache, l'idée, c'est pas forcément d'éradiquer tout, hein, mais on en consomme beaucoup et forcément, le problème, c'est qu'on a été formaté, hein. Les produits laitiers ne sont pas nos amis pour la vie, contrairement à ce qu'on nous a appris pour les personnes qui ont connu cette publicité. C'est le problème, alors c'est un vaste sujet aussi. L'idée, c'est pas de tout éradiquer, mais toujours pareil, quand il y a des problèmes de troubles digestifs, des problèmes d'asthme également, des problèmes respiratoires, des problèmes digestifs toujours au niveau de coliques ou de diarrhée, se poser la question effectivement de savoir si on arrive à digérer effectivement le lactose ou de façon générale, ça c'est plutôt ce qui est lait et yaourt. Et au niveau des fromages, surtout affinés, eh bien, on n'aura plus de lactose, mais par contre, on va avoir un aliment beaucoup plus acidifiant, c'est-à-dire plutôt générateur d'inflammation. Donc, voilà, s'interroger quand il y a des petits soucis, sachant que ça va venir fragiliser votre organisme. Ce n'est pas ça qui va faire que vous allez péter le feu, hein, par rapport au stress, mais c'est ça, plus ça, qui va faire que vous allez pouvoir être plus résistant ou moins résistant. Alors, le sommeil, alors, je vais finir quand même avec l'alimentation, pardon. Là, je vous ai dit les choses qui n'étaient pas terribles pour vous. Il y a des aliments et des micronutriments très importants. Et j'allais les zapper, ce serait dommage. Vous entendez parler beaucoup en ce moment de vitamine D. Alors là, le soleil revient, enfin, il est en train de revenir. Donc, l'exposition au soleil nous permet de fabriquer notre propre vitamine D. Mais nous ne sommes pas sous des latitudes ici où on a du soleil toute l'année. Et en tout cas, même quand il y en a, il ne fait pas suffisamment chaud pour qu'on s'expose régulièrement au soleil. Et les carences en vitamine D sont nombreuses aujourd'hui et il y a un lien établi entre carences en vitamine D et dépression et troubles dépressifs et sensibilité plus accrue au stress. Donc, la vitamine D est très importante. L'idée, c'est de s'exposer dès qu'on peut, sans forcément faire la carpe pendant des heures au soleil, parce que le soleil, c'est toujours pareil, hein. C'est s'exposer, mais pas forcément pendant des heures quand il est au zénith, parce que ça peut être aussi dangereux pour votre peau, hein, bien sûr. Mais le soleil est un ami quand même si on sait l'utiliser avec parcimonie. La vitamine D, le zinc, dont on entend parler beaucoup aussi en ce moment, tout ça par rapport au Covid, j'entends aussi. Le zinc est très important. Alors, il va jouer sur les muqueuses, sur la réparation des muqueuses, alors que ça soit au niveau de la peau, du tube digestif, des neurones, enfin, voilà. Il est très important. Et en plus, il vient soutenir le système immunitaire. Il vient favoriser l'assimilation des glucides au niveau du pancréas. Donc, il aide à beaucoup de choses, tout comme le sélénium. Vous avez la vitamine, alors les vitamines du groupe B de façon générale, mais la B12. Alors, les personnes qui sont végétariens ou véganes, qui ont consommé moins ou pas du tout de protéines animales, peuvent avoir des carences en vitamine B12, puisqu'on les trouve principalement dans les produits animaliers. Donc ça, c'est très important, les personnes qui ont en plus des reflux gastro-œsophagiens, la vitamine B12 est également, il y a des études qui démontrent le lien entre carence en vitamine B12, fatigue, dépression et résistance plus faible au stress. Donc, vous pouvez, pour les personnes qui sont vraiment contre la consommation de produits animaliers, vous en trouvez dans la spiruline de la vitamine B12. C'est pour ça que beaucoup de végétariens consomment de la spiruline, entre autres. Elle n'a pas que cet intérêt-là. Vitamine C également, donc dans les fruits, dans les légumes, vous en trouvez à l'état naturel. L'idéal étant de manger ces légumes et ces fruits crus, puisque quand on fait chauffer dès 60 degrés, on va dégrader la vitamine C. Elle est très fragile à la lumière et à la chaleur. Donc, consommer des fraises, consommer éventuellement des poivrons marinés, par exemple, hein, des poivrons rouges, consommer du persil,
qu'il soit frais ou déshydraté, il a encore, voilà, à partir du moment où ce n'est pas chauffé. Consommer du citron, des kiwis, enfin voilà, toutes ces choses-là régulièrement pour avoir des doses de vitamine C naturelles. Hein, elle n'empêche pas de dormir, la vitamine C naturelle. C'est la forme chimique qui empêche de dormir et qui excite. Hein. Quoi encore oui, très important, je me suis fait des petits penses-bêtes parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Les acides gras, c'est-à-dire les lipides, on diabolise souvent. Eh bien, à tort, souvent. Hein. Il y a des lipides très, très, très importants qui ont des vertus, entre guillemets, anti-inflammatoires, c'est-à-dire qu'ils vont réguler cette inflammation que vous pouvez avoir de bas grade liée à l'exposition au stress. Donc, ces acides gras, vous les retrouvez, les oméga 3 dont on parle souvent. Alors, il n'est pas besoin d'acheter ces margarines enrichies en oméga 3 parce que ces margarines sont justement souvent des graisses hydrogénées. Donc, c'est-à-dire qu'on les a battues, émulsionnées avec de l'air et on a transformé ces acides gras qui n'ont plus aucun intérêt. Donc, privilégiez plutôt des huiles vierges que vous mettez au frigo, huile de lin, huile de cameline, huile de colza, par exemple. L'huile de lin et l'huile de cameline seront les plus riches. L'huile de périlla également, ça je l'indique plutôt pour les enfants et quand il y a des problèmes d'allergie. C'est la plus hautement dosée en oméga 3, mais elle est assez chère. Et on la trouve plus souvent en capsule, alors que les autres, vous les trouvez en petites bouteilles en magasin bio. On ne fait pas chauffer ces huiles-là, on les utilise que sur les crudités, par exemple. Ça, ce sont des huiles très intéressantes qui vont venir vous aider à protéger au niveau neuronal toutes les attaques que vous pouvez subir et au niveau de la peau également. Au niveau toujours de ces oméga, hein, ce qu'on appelle les EPA-DHA, c'est un type de lipide issu des petits poissons gras de début de chaîne, comme les sardines, les anchois, les maquereaux, les harengs, la truite, le saumon. Ça, ce sera des petits poissons, un petit poisson de début de chaîne qui sont moins intoxiqués en métaux lourds notamment que les gros, et puis qui seront riches de ces lipides très intéressants pour notre résistance au stress. Toute personne en dépression devrait consommer des EPA, DHA et des oméga 3. Ça, c'est vraiment... et la vitamine D, le magnésium également. Dès qu'on est en situation de stress, on a une perte, une fuite du magnésium. Et c'est pas rare d'avoir des crampes ou des tressaillements de la paupière, par exemple, d'avoir une irritabilité plus importante, des problèmes de sommeil. Le magnésium va répondre à tout ça. Le magnésium, c'est le bouton off physique et psychique. Hein, c'est vraiment la base de la base. Le magnésium, c'est celui qui va vous permettre aussi, il rentre dans plus de 300 réactions enzymatiques dans votre corps. Donc, c'est-à-dire, pour faire simple, qu'il est très important pour avoir un fonctionnement métabolique optimal. Voilà, pour que votre corps fonctionne bien, pour faire simple. Alors, au niveau du sommeil, à présent, effectivement, j'ai abordé cette thématique, le sommeil. Alors, on va pas passer tout le temps dessus, mais le sommeil est très important. Et quand on est en situation de stress, c'est souvent un facteur qui est impacté. On peut avoir des problèmes d'endormissement, des problèmes de réveil nocturne, des problèmes de réveil précoce. Ça signifie différentes choses hein, pour chacun de ces choses-là. Le cortisol, pour revenir dessus, l'hormone du stress, est antagoniste de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc, si le cortisol est trop haut, la mélatonine ne va pas pouvoir s'exprimer et être produite correctement. Idem, quand il y a des réveils précoces, c'est que le cortisol remonte trop rapidement et que la mélatonine se casse la figure. Donc, il y a des choses à travailler par rapport à sa fonction des problématiques de chacun. Mais il ne faut pas perdre de vue que le sommeil, ce n'est pas une perte de temps. Pendant que vous dormez, vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Votre corps, notamment, se détoxifie. Le foie travaille beaucoup, beaucoup la nuit. Et c'est très important d'avoir un sommeil, alors un sommeil quantitatif, mais surtout qualitatif. Et si vous vous réveillez le matin fatigué, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas et qui sont à travailler. Alors après, chez chacun, on va les travailler de différentes façons, mais le sommeil est un élément important. Si votre sommeil sur le moyen et le long terme ne va pas bien, il y aura des répercussions sur votre santé sur d'autres sphères. Donc ça, c'est très important hein, de veiller à avoir un sommeil qualitatif et d'essayer de ne pas se coucher trop tard et d'éviter les écrans, notamment le soir avant d'aller se coucher, qui vont envoyer une fausse information au cerveau, à votre glande pinéale, et qui va dire il y a encore de la lumière, ce n'est pas encore le moment d'aller te coucher. Donc, essayez d'éteindre vos écrans au moins 2 heures avant d'aller vous coucher, sinon vous allez avoir du mal à produire cette fameuse mélatonine, l'hormone du sommeil. Hein, voilà, je fais court mais il y a beaucoup de choses à développer sur tous les points. J'essaie de vous sensibiliser sur tous ces points. Alors, les massages, techniques manuelles,
automassage, réflexologie, enfin bref, vont être très importants aussi parce que ça va être des moments de pause. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le temps, le fait de courir tout le temps, est un facteur de stress important. Le fait de pouvoir avoir du temps pour soi, de se poser, d'écouter son corps, de se recentrer. Et on est dans une société, en Occident en tout cas, où on a une relation au corps un peu particulière, un peu tabou parfois, et on ne prend pas forcément beaucoup le temps pour son corps. Alors, ça fait que c'est mais quand vous regardez en Orient, hein, notamment au Japon, en Chine, il y a beaucoup de techniques qui sont basées sur le corps, l'expression corporelle, hein, le tai chi chuan, le qigong, le tai chi. Donc, vous avez énormément de choses. Alors, l'automassage se pratique tous les jours là-bas. Massage, automassage. Chez nous, quand on s'offre un massage, c'est du luxe. Et puis, des fois, même, on culpabilise en disant, oh là là, j'ai pas été faire des courses, ou j'ai pas, disons, des enfants, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, bref. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps, alors de se faire masser ou de se masser et d'apprendre des petites techniques. Alors, tout simple, on commence déjà quand on n'a aucune expérience avec une balle de tennis. Et vous allez, avec vos pieds, faire rouler sous votre pied. Sous votre pied, il y a beaucoup de choses qui se passent, hein. Vous avez beaucoup de terminaisons nerveuses, 72 000 terminaisons nerveuses sous une voûte plantaire, vous imaginez? Et puis, vous avez aussi des zones réflexes. C'est ce qu'on travaille quand on fait de la réflexologie plantaire. On peut venir détoxifier, on peut venir stimuler, on peut venir faire plein de choses. Mais vous avez aussi beaucoup de toxines qui s'accumulent sous le pied. Donc, rien que de vous masser, quand vous êtes devant la télé, par exemple, avec une balle de tennis, vous allez en avant, en arrière, vous faites des petits ronds, comme ça. Rien que ça coûte rien. Vous allez dans un club de tennis, ils en jettent beaucoup dès qu'elles sont plus dures correctement pour eux dans leur pratique, ils les jettent. Il y a des poubelles pleines de balles. Vous en récupérez et vous pouvez travailler déjà au niveau du pied. Ça va vous aider à détoxifier pas mal de choses. Au niveau du dos, vous vous mettez contre un mur, vous laissez votre balle et puis vous faites des petits ronds, un peu comme en aile d'ange. Vous allez venir travailler les éventuelles fréquentes tensions qui se trouvent au niveau des rhomboïdes, au niveau des omoplates. Voilà. Donc, pas besoin forcément d'aller se faire masser tous les jours par un professionnel, bien que ça soit un moment de détente privilégié. Mais vous pouvez déjà travailler, vous, au quotidien, à venir lâcher, prendre du temps et puis libérer des éventuelles toxines qui sont enquistées dans votre corps. D'accord. L'activité physique. Alors, l'activité physique est très, 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 très importante. Quand je dis activité physique, ça n'est pas le sport, hein. Le sport, c'est une activité, fait partie de l'activité physique, mais l'activité physique, c'est aller se balader dans les bois avec les enfants, hein, jouer à cache-cache, leur courir après, c'est faire du jardinage, c'est bouger en fait, hein. L'activité physique est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'ouvrir les émonctoires. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'on vient stimuler nos organes qui aident à éliminer. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, le stress est source d'inflammation. Et quand on est en inflammation chronique, ça génère des pathologies d'encrassement. Alors, je vous ai parlé des boutons, par exemple, tout à l'heure, de l'asthme, du diabète, ça, c'est des pathologies d'encrassement, hein, par exemple. Donc, on va pouvoir libérer, ouvrir les émonctoires, la peau, par la transpiration. Quand on va bouger, on va faire monter la température corporelle, on va transpirer. Donc, la sueur, on favorise l'élimination de ce déchet qui est la sueur, ou bien des déchets plus mucosiques avec le sébum. On va pouvoir augmenter sa fréquence respiratoire. Donc, les poumons sont aussi un émonctoire qui aide à éliminer les gaz volatiles. Vous avez les intestins, quand vous faites de l'activité physique, vous massez vos viscères sans vous en rendre compte. Quand vous faites une marche, une randonnée ou je ne sais trop quoi. Pas besoin forcément de soulever de la fonte 5 heures par jour, hein, mais simplement une bonne marche. Vous allez masser vos viscères. Vous allez favoriser également le transit. Pour les gens constipés, hydratation et marche. Déjà, commencez par là. Ensuite, vous allez favoriser le travail intestin-peau, les intestins, je vous l'ai dit, les reins. Les reins également, vous allez augmenter la diurèse, c'est-à-dire le fait d'aller faire pipi. Les gens disent, bah, moi, je ne bois pas plus parce que sinon, je vais faire pipi tout le temps. Sauf qu'il faut savoir que vos reins éliminent des déchets. Si vous n'allez pas uriner et que vous ne favorisez pas l'élimination de ces toxines dans les urines, vous vous encrassez derrière et vous pouvez favoriser d'autres petits soucis, on va dire, hein, pour faire court. Donc, le fait de bouger, d'avoir une activité physique est très important également. La phytothérapie, alors là, on va rentrer effectivement dans un domaine où on va voir plusieurs choses.
très intéressante. Je pense que, j'espère en tout cas, vous apprendre des choses à ce niveau-là. Si pour l'instant, vous n'avez pas forcément tous et toutes appris des choses, là, j'espère pouvoir vous donner d'autres outils qui sont très, très intéressants. Ce sont des béquilles très intéressantes. Alors après, comme toute béquille, dont il va falloir se passer à un moment donné, en libérant les sources du stress, hein, en agissant sur celles sur lesquelles on peut agir quand c'est possible. On verra que c'est possible sur même des choses sur lesquelles vous n'imaginez pas. Mais au niveau des plantes, alors en forme plante sèche, c'est-à-dire des plantes qui vont avoir été déshydratées. Vous pouvez faire la même chose d'ailleurs quand vous prenez de l'ortie, hein. Souvent, on considère que c'est une mauvaise herbe, mais c'est une plante très reminéralisante et qui vous redonne du tonus. Donc, vous pouvez cueillir de l'ortie et puis la faire sécher, la laver avant, la faire sécher et ensuite vous en mettez en paillettes une fois qu'elle est bien déshydratée. Vous la mettez en paillettes dans une boîte hermétique à l'humidité pour éviter la prolifération de bactéries, examosis donc. Et vous en mettez sur votre alimentation. Ça va vous requinquer un bon coup, ça, et ça va vous reminéraliser pour les gens qui ont des problèmes d'ostéopénie, d'ostéoporose notamment. La rhodiole. La rhodiole, qui est une plante adaptogène, elle est très intéressante parce qu'elle va vous aider justement à vous adapter au stress et elle va faire descendre cette fatigue qui est liée au stress. Rhodiola rosea, on en trouve en gélules souvent. Prenez-les bio, prenez-les quand vous achetez des gélules ou des compléments alimentaires, attention aux sources, attention où vous vous fournissez. Il y a des choses très très bien, il y a des choses beaucoup moins bien. Donc prenez conseil auprès d'un professionnel, c'est le mieux. Ou éventuellement, si vous n'avez pas un naturopathe qui vous accompagne, allez vous renseigner en magasin bio et demandez conseil aux vendeurs qui sont censés quand même connaître leurs produits et vous orienter. Mais bon, voilà. L'ashwagandha, une autre plante très, 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 très intéressante. Moi, c'est une plante de prédilection pour moi. C'est la plante majeure en médecine ayurvédique, en médecine indienne, hein. C'est la plante qui permet une meilleure résistance au stress. Quand on est à bout, qu'on n'en peut plus, l'ashwagandha va vous requinquer, va vous permettre d'avoir une meilleure résistance au stress. C'est vraiment une plante très, très, très intéressante. Elle va venir réguler aussi la fameuse thyroïde. Quand on a ces problèmes de peau dont je parlais tout à l'heure, peau sèche, ongles striés, les cheveux qui tombent, l'irritabilité, résistance à la perte de poids, tout ça, c'est des symptômes d'hypothyroïdie frustre. L'ashwagandha est très intéressante chez ces personnes-là également. En infusion tout bête, comme faisaient nos grands-mères, comme on peut le faire nous-mêmes d'ailleurs, la mélisse qu'on a dans nos jardins, qui prolifère d'ailleurs. C'est une plante qui a un bon goût en plus, parce que des fois les plantes, c'est pas toujours terrible. Là, on peut la prendre très facilement en infusion. La mélisse, c'est une plante antispasmodique, c'est-à-dire qu'elle nous apaise à la fois sur la sphère physiologique et psychique. Quand on a des petits problèmes au niveau du ventre, de spasmes, quand on a au niveau des syndromes prémenstruels également, ça peut venir apaiser. Il y a d'autres choses pour ça, mais c'est plutôt pas mal. Elle va venir vraiment aider à la relaxation, au bien-être physique et psychique, la mélisse. Donc, c'est vraiment une plante très intéressante que vous pouvez utiliser très facilement, en mettre dans votre jardin ou même dans un pot si vous n'avez pas de jardin. Ça pousse très, très bien. Ça ressemble beaucoup à la menthe en termes de visuel, mais ça a un goût un peu citronné. Donc, c'est pas mauvais du tout pour les gens qui aiment le goût citronné. La balotte, qui est une autre plante. Alors, celle-ci, c'est pour les gens qui vont être un peu colériques, hein. Voilà. Elle va être apaisante, elle va être relaxante. La balotte, on peut la faire en infusion, donc sans aucun problème. Elle va favoriser la détente et le bon équilibre, hein, au niveau nerveux, hein. Ça, c'est vraiment une plante aussi intéressante, la balotte. Maintenant, au niveau des huiles essentielles, donc en phytothérapie toujours, mais sous une forme un peu différente. On entend beaucoup parler d'huiles essentielles. Pour beaucoup d'entre nous, on les a utilisées, on les utilise, pas toujours correctement. Ça, faut aussi savoir comment le faire. Alors, je ne vais pas développer ici, sinon je vais vous garder 3 jours avec tout ce que je... Mais les huiles essentielles sont très, très intéressantes. Ce sont des concentrés de principes actifs qui vont agir à la fois sur la sphère physiologique et la sphère émotionnelle. Alors, je vous ai préparé une petite recette qu'on vous donnera, hein, avec les éléments pour aller plus loin, voilà, des ressources supplémentaires. Donc, une petite recette de synergie d'huile essentielle anti-stress que vous pouvez vous faire sur une base d'huile végétale. Donc, vous aurez tous les dosages qui vont vous être donnés, mais ça sera un petit mélange de lavande, de camomille, de petits grains bigarade et d'ylang. Et chacune d'entre elles va agir en synergie. C'est vraiment une synergie qui est très, très intéressante. Moi, à toutes les personnes à qui je l'ai conseillé, m'ont toutes dit que c'était très, très efficace.
Vous faites ce petit mélange dans un petit roll-on en verre hein, que vous pouvez trouver dans les magasins bio, un petit roll-on en verre en 10 ml ou 15 ml. Et puis, vous mélangez ces huiles essentielles dedans, vous secouez, et ce petit roll-on, vous le gardez avec vous. Et quand vous sentez qu'il y a un petit coup de pression, un petit coup de moins bien, que vous perdez pied, eh bien, vous allez en mettre tout simplement au niveau de votre poignet, éventuellement au niveau du plexus solaire. Mais au niveau du poignet, vous frottez. Et ensuite, vous allez inspirer profondément de cette façon-là. Et vous allez faire ça 3-4 fois. Et vous allez avoir une double action. Action cutanée, ça passe au niveau sanguin directement. La peau est très fine ici. Hein. Donc, ça va venir au niveau des principes actifs des différentes huiles, agir au niveau sanguin directement. Et ça va venir agir au niveau émotionnel parce que vous allez respirer les odeurs, la mémoire des odeurs. En tout cas, les odeurs sont connectées à la mémoire la plus ancienne. Hein. L'odorat, c'est la mémoire la plus ancienne. Et c'est en lien étroit avec les émotions. Hein. La Madeleine de Proust qui nous fait revivre effectivement des choses qu'on a pu vivre dans son enfance. Quand vous êtes dans le grenier de votre grand-mère et que vous sentez effectivement dans une malle des costumes ou des... Voilà, les odeurs sont en lien étroit avec les émotions et on peut agir à apaiser nos émotions, notre stress, grâce à ces odeurs, en plus des principes actifs de ces fameuses huiles essentielles. Donc, c'est tout l'intérêt de cette petite synergie à utiliser en cutané et en olfactif. D'accord? Toujours en phytothérapie, la gémothérapie, pas toujours connue, à tort, parce que c'est quelque chose de vraiment très, très intéressant. La gémothérapie, à ne pas confondre avec la lithothérapie. Hein. La lithothérapie, c'est les pierres. La gémothérapie, même si on parle de gemmes, justement en hommage, on va dire, aux pierres, parce que les gemmes, ce sont les bourgeons aussi. Les bourgeons des plantes, qui sont aussi rares et aussi précieux que les minéraux et les pierres, les bourgeons des plantes sont très intéressants. Et là, pour le stress, moi, je conseille très souvent en gémothérapie le figuier. Le figuier, super, parce que c'est un anxiolytique naturel, riche en magnésium, et qui, en plus, quand on a des petits soucis gastriques, va venir apaiser les problèmes gastriques qu'on peut avoir. Donc, c'est la double action qui est très intéressante. La gémothérapie, le figuier, très très bien. Le cassis également, qui est un anti-inflammatoire et qui va soutenir les surrénales, qui sont souvent malmenées en cas de stress chronique, comme je vous le disais. D'accord? Pas d'accord ou pas d'accord, j'ai pas de retour pour l'instant. Mais ensuite, autre thématique, la respiration. Aujourd'hui, comme on court beaucoup, on ne sait plus respirer. Et pourtant, c'est la base de tout. La respiration, c'est le fil rouge de toutes les techniques de relaxation, de yoga, de sophrologie, etc., etc. Elles sont toutes comme fil conducteur, cette respiration. Pourquoi? Parce que cette respiration fait partie du système nerveux autonome qu'on ne maîtrise donc pas, et qui lui-même régit le cœur, comme on l'a vu tout à l'heure, les intestins, etc. Sauf qu'autant on ne peut pas avoir une action directe sur notre cœur en disant tu vas battre moins vite, tu vas battre moins vite. Non, ça on peut pas, en tout cas pas comme ça. La digestion, on a beau dire à notre système digestif digère, 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 ça ne le fait pas non plus. Par contre, notre respiration, on peut choisir la façon qu'on va avoir de respirer. Et en fonction de notre façon de respirer, on va pouvoir agir sur l'ensemble de notre système nerveux autonome qui nous malmène quand on est en situation de stress chronique. Et il y a un exemple, alors un exercice très simple, c'est pareil, je vous ai mis 2 petites vidéos en ressources complémentaires pour que vous puissiez pratiquer, parce que là, on n'aura pas le temps. Mais cet exercice, c'est la cohérence cardiaque, qui est de plus en plus connue aujourd'hui. Alors, vous en avez peut-être entendu parler, peut-être que certains d'entre vous pratiquent. Mais la cohérence cardiaque, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un exercice qui est simple. Il faut se mettre dedans. Hein. Au début, voilà, les vidéos vont vous aider à pouvoir respirer, inspirer et expirer. À l'inspire, vous allez gonfler le ventre. En fait, vous faites l'inverse de ce que vous faites d'habitude. Vous allez respirer comme quand vous étiez bébé. Observez un nourrisson. Quand il inspire, son ventre se gonfle. Quand il expire, son ventre s'abaisse. Et quand on arrive à l'âge de 3 ans, à peu près à l'âge où on rentre à l'école, où on commence à avoir des évaluations, des comparaisons, on commence à vouloir, enfin, la période où on attend de nous qu'on rentre dans un moule, on va dire. Eh bien, à partir de ce moment-là, notre respiration se modifie. Et ça devient une respiration haute, thoracique, sous-claviculaire. C'est-à-dire qu'on rentre le ventre, on gonfle les poumons et on voit les épaules d'ailleurs qui bougent.
Là, c'est l'inverse. Avec la cohérence cardiaque, on va respirer comme quand vous étiez bébé, c'est-à-dire qu'on va pousser le ventre, comme si on avait un ballon de baudruche. Et on va, à l'expire, rentrer le ventre. Et nos épaules ne bougent pas. Et vous allez voir qu'en respirant de cette façon-là, pendant 5 minutes, plusieurs fois dans une journée, régulièrement tous les jours, vous allez revenir à un état d'équilibre et que vous allez pouvoir reprendre la main sur le cortisol et fermer le robinet de cette hormone pro-inflammatoire qui vous malmène et qui peut générer à terme d'autres pathologies. C'est un exercice, la cohérence cardiaque, quand on s'y met, qui est vraiment très, 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 très pertinent. Toutes les personnes avec lesquelles je travaille, à qui j'ai donné cet exercice, que j'ai accompagné pour la mise en place, parce que changer une habitude de vie, c'est pas toujours évident, il faut trouver le temps, on dit, tu n'as pas le temps. Mais quand on s'autorise à faire cet exercice, vous allez voir à quel point ça va être bénéfique pour tout ce qui est problème de sommeil, problème de compulsion, les problèmes de rumination, les problèmes de… Alors, pareil, l'hypertension artérielle modérée, on peut agir dessus. Beaucoup de cardiologues qui sont formés utilisent cette cohérence cardiaque pour les problèmes d'arythmie, de tachycardie. Enfin, on peut agir sur tous les effets délétères du stress chronique sur le corps et même sur les émotions. Hein. Avec la cohérence cardiaque, on apaise tout ça. C'est vraiment un outil très, 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 très intéressant. Et puis, alors la respiration, gardez ça en tête. Je vous aurai des petites vidéos et puis après, vous pourrez éventuellement poser d'autres questions. Hein. Je voulais clore cette intervention sur une technique de libération des émotions qui, je trouve, est révolutionnaire pour moi. C'est l'EFT. Alors, l'EFT, c'est quoi? C'est l'acronyme de Emotional Freedom Techniques. Alors, en français, technique de libération des émotions. C'est une technique qui est somme toute assez simple. On va venir stimuler avec nos doigts en digipression un certain nombre de points méridiens sur notre corps, tout en venant exprimer, verbaliser, des émotions qui sont bloquées en nous. Pour faire clair, les personnes qui ont des problèmes de manque de confiance en soi, de prise de parole en public, par exemple, d'oser s'exprimer, tout simplement, que ce soit avec son entourage proche ou professionnel ou autre. Les personnes qui ont des peurs, des angoisses, de l'anxiété, les personnes qui ont des ruminations, des compulsions, des addictions, les personnes qui ont des problèmes de sommeil, les personnes qui ont des problèmes de colère, de tristesse, le stress post-traumatique, quand on a vécu des choses difficiles. C'est d'ailleurs pour cette première intention que l'EFT a été créé à l'époque par Cary Grant qui a fait, en fait, il a identifié que chez les vétérans de la guerre du Vietnam, il y avait beaucoup de stress post-traumatique, alors qu'on retrouvait sous cette forme de cauchemars, de syndrome de membres fantômes, des gens qui ont été amputés et les personnes avaient encore des douleurs. Hein, ils ressentaient la douleur même s'il n'y avait plus le membre. Enfin, bref, donc l'EFT au départ a été créé par un Américain suite à l'observation en fait de l'usage de ces points méridiens depuis plus de 5000 ans en médecine traditionnelle chinoise. Et il a mis au point en fait une technique où on va venir stimuler des points bien spécifiques qui correspondent à des méridiens, ces mêmes méridiens qui correspondent à des organes et à des émotions. L'objectif de l'EFT, c'est vraiment de pouvoir vous libérer. On n'est pas dans la gestion, mais vraiment dans la libération émotionnelle en permettant à l'émotion de s'exprimer et d'être sortie du corps. Exprimer, ça veut dire sortir les choses. Hein. Donc, c'est une technique qui est très intéressante parce qu'elle est simple, elle est rapide. Dès la première séance, il se passe des choses. Hein. On les ressent. Alors, chaque personne étant différente, voilà, c'est à chaque fois différent. Mais l'avantage aussi, c'est que c'est une technique où vous êtes autonome parce que le praticien, logiquement, en EFT, vous apprend à faire sur vous. Donc, vous pouvez refaire après en autonomie et on vous donne des petits outils au fur et à mesure. En tout cas, moi, c'est comme ça que je pratique. Et je vous donne des petits outils. On peut travailler l'EFT avec la cohérence cardiaque. On peut travailler l'EFT avec plein d'autres outils en collaboration. Et du coup, on a vraiment une synergie, une efficacité, mais qui est assez exceptionnelle. L'EFT est adapté à tous, aux enfants, aux adultes, aux adolescents, aux adultes, aux seniors, hommes comme femmes. Vraiment, c'est quelque chose qui peut être utilisé par tous et qui est assez simple, somme toute en plus. Donc voilà, moi vraiment l'EFT, c'est pour moi, quand j'ai découvert cette technique, ça a été une révolution. Et aujourd'hui, nombreuses personnes viennent me voir en naturopathie et travaillent en EFT en parallèle. Et ça les aide énormément à libérer ce stress, à libérer effectivement ces émotions perturbantes, envahissantes, intenses, et à prendre du recul sur les choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours agir sur l'environnement.
ne peut pas toujours se libérer d'un chef, alors quitte à changer de service ou d'entreprise, mais bon, parfois, ce n'est pas toujours évident. Mais on peut agir sur l'impact qu'a cette personne sur nous, sur l'impact qu'a telle ou telle situation sur nous. Voilà, même si on ne peut pas toujours agir sur la situation, on peut agir sur l'impact qu'elle a sur nous. Et l'EFT permet ça. C'est en ce sens que je trouve que c'est un outil vraiment très, très intéressant pour celles qui ne connaissent pas. Je vous invite, alors je vous ai mis une petite fiche également dans les ressources complémentaires où vous pourrez voir un peu les intérêts. Vous pourrez éventuellement aller voir sur Internet, il y a énormément de choses. Sur mon site Internet également, vous pourrez voir notamment au niveau des commentaires, des témoignages des gens qui, pourquoi ils sont venus et qu'est-ce que ça leur a permis de libérer. Parce que ça, c'est aussi, ça vaut tous les flyers du monde, de pouvoir entendre les retours, les témoignages de personnes, parce qu'effectivement, on se retrouve systématiquement dans certaines situations. On vit tous, de toute façon, aujourd'hui, des choses pas forcément évidentes. Alors, le contexte dans lequel on vit actuellement favorise ça, mais en plus de ça, notre éducation et notre culture favorise quand même beaucoup le fait qu'on soit bombardé de stress au quotidien. Et après, c'est simplement comment moi, j'arrive à faire en sorte que ça glisse sur moi, plus ou moins, mais en tout cas que ça ne m'impacte pas autant que ça peut m'impacter aujourd'hui. Voilà, j'ai essayé de tenir le timing. Il y a beaucoup de choses à dire, j'en aurais encore beaucoup, beaucoup, mais on va prendre un petit temps, je pense. Bouchra, je vous redonne la parole, mais… Exactement. Merci beaucoup pour ce live très, très enrichissant. Pardon. Le replay sera envoyé donc dès la semaine prochaine avec toutes les ressources complémentaires, la recette, toutes les informations que Valérie vous a dit pour pouvoir pratiquer de votre côté. Je vous propose maintenant de passer à une petite séance questions-réponses, donc qui risque d'être un peu courte, mais profitez-en tant que vous avez une naturopathe à vos côtés. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez ouvrir vos vidéos si vous le souhaitez, vos micros, je suis à votre disposition. Ou alors via le chat éventuellement également, si vous préférez. Alors Léa nous dit bonjour, merci, pas de questions ici. Merci Léa de votre retour, en tout cas. N'hésitez pas à intervenir, prenez la parole. Alors, on a une question. Donc, comment se libérer d'une addiction qui se déclenche à la fois pendant le stress et aussi pendant les moments de joie? Alors, les moments de joie, en fait, il faut savoir une chose, c'est que la joie, tout comme la tristesse, la colère ou les peurs, il n'y a pas une émotion qui soit positive ou négative. Là, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, une émotion à la base est quelque chose qui nous permet de nous adapter à une situation, à un événement. Quand on ne peut pas s'autoriser, quand on ne sait pas exprimer, qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas exprimer une émotion, elle va rester bloquée en nous. Et la joie, tout comme la tristesse ou le stress, alors le stress, c'est un vaste fourre-tout dans lequel on met beaucoup de choses, mais finalement, c'est l'intensité de ces émotions qui fait qu'on perd pied. Et du coup, on a besoin d'une béquille, comme je vous le disais tout à l'heure, d'un nounou, de quelque chose qui nous rassure. Et souvent, les addictions, alors qu'elles soient avec ou sans support, on va dire, que ce soit comportemental ou avec l'usage de certaines substances, c'est le recours à la béquille. Donc, dans ces cas-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'EFT est préconisé parce que l'objectif étant de venir libérer la charge émotionnelle. Si vous n'êtes plus envahi par toute cette intensité émotionnelle, vous n'avez plus besoin de cette béquille. Voilà, pour faire court. Mais donc, derrière stress, ça mériterait de développer un peu, mais parce que le stress, c'est la tension physique et ou psychique ressentie suite à une intensité d'émotion qu'on n'arrive pas à libérer, en fait. Okay. Effectivement, la plupart du temps, les addictions, les compulsions, c'est une façon d'essayer de reprendre le contrôle, en tout cas d'apaiser des choses. Et pour pouvoir les apaiser, eh bien, il faut déjà essayer de travailler à libérer cette charge émotionnelle pour éviter d'être envahi de façon récurrente. Voilà. Donc, pour moi, la réponse, effectivement, c'est un travail global, mais l'EFT est un outil pour moi majeur dans l'approche des addictions. Donc, nous avons une autre question. Donc, Trino qui nous dit « Bonjour, est-ce que le stress est lié aux émotions refoulées ?» Alors, c'est un peu ce que je disais. Effectivement, le stress, c'est pour moi, la définition du stress, c'est cette tension physique et psychique qu'on ressent
qui nous déborde, hein. Et effectivement, les émotions refoulées, c'est-à-dire les émotions non exprimées qu'on n'a pas pu, pas su, pas voulu à différents moments de sa vie, hein, sans aucun jugement, parce qu'on a tous des choses qui font que ce n'est pas toujours évident. Et toutes ces émotions, une émotion qui n'est pas exprimée, en fait, on va chercher à la contrôler bien souvent, parce qu'on a peur du regard des autres, parce qu'on a peur effectivement d'être jugé, rejeté, pour différentes raisons. Mais cette émotion, il faut savoir qu'une émotion, quand elle n'est pas écoutée, exprimée, elle va chercher à être entendue. Donc, elle va monter en intensité. On va chercher à nouveau à contrôler parce que c'est pas très agréable et que ben voilà, on est toujours exposé au regard des autres. C'est pour ça que la joie en général, on est moins submergé parce qu'on s'autorise plus facilement à la partager, à l'exprimer. Alors que la colère, la tristesse ou la peur, on cherche à garder le contrôle. Et ça monte en intensité. On essaie de garder le contrôle. Ça monte en intensité. On essaie de garder le contrôle. Et puis jusqu'au jour où ça déborde. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle. Alors, on a peur du regard des autres encore plus parce que du coup, on ne contrôle plus rien, hein. Donc, ça réactive le manque de confiance en soi, les peurs, etc., etc., la colère contre soi, voilà, éventuellement les autres qui ne nous comprennent pas. Enfin bref, il y a toutes ces émotions. Et toutes ces émotions qui ne sont pas, qu'on n'a pas pu exprimer à un moment donné de sa vie, ben, ça génère un bouchon dans le siphon, puis à chaque fois, le niveau monte, et puis à un moment donné, le lavabo, ça déborde. Donc effectivement, le stress est en lien étroit avec les émotions non exprimées ou refoulées, comme vous voulez, en termes de définition de Merci. termes. Donc, la fleur qui nous pose la question suivante. Est-ce que les douleurs chroniques dos, mollets et bras peuvent être liées à des inflammations dans le corps dues au stress? Oui. Oui, alors ça peut être plusieurs choses. Ça peut être aussi lié à une alimentation pro-inflammatoire. Ça peut être lié aussi à des problèmes, ça peut être génétique, mais en général, c'est assez rare, mais ça peut, hein, on peut avoir plusieurs causes. Comme je vous ai dit, en naturopathie, l'objectif, c'est toujours identifier la cause de la cause de la cause. Alors en général, comme je le disais tout à l'heure à Bouchra, une consultation en naturopathie dure 1 heure et demie. Donc, on voit avec la personne, chez elle, toutes les causes par rapport à son histoire de vie, ses antécédents, qui peuvent pointer du doigt les causes. Mais souvent, effectivement, le stress génère une tension physique et psychique. Alors, tension physique, crispation. Je vous ai dit tout à l'heure, perte de magnésium. Donc, du coup, au niveau musculaire, on va avoir des conséquences. Dans l'échange de la pompe potassium, sodium et magnésium, on va avoir des conséquences avec des crispations. C'est pas rare de voir des gens crispés avec le dos comme ça, hein, en mode de protection. Le bruxisme, qui est le fait de serrer les dents, de grincer des dents, notamment la nuit, hein, mais pas que. Donc, effectivement, les douleurs, même articulaires, l'ostéoporose, l'ostéopénie et l'ostéoporose, ont une origine qui peut être alimentaire et de stress. Voilà, souvent, il y a plusieurs facteurs, mais le stress est très, très souvent dans les facteurs numéro un ou deux, ou un ex aequo. Merci. Annie qui nous dit, après un gros stress, pardon, je me suis sentie cassée en 1000 morceaux. Comment recoller les morceaux? Je me sens tellement fatiguée. Oui, alors plusieurs choses. Je pense que là, il est important de pouvoir faire un point sur les carences. Pour être en santé, en bonne santé, se sentir bien dans son corps et dans sa tête, il faut un certain équilibre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de surcharge et pas de carence. Donc, faire un état des lieux et redonner un petit coup de boost au niveau. Je vous ai parlé de l'ortie tout à l'heure. Je pense que ça pourrait être pertinent pour vous, déjà, pour reminéraliser, rebooster. Hein. Mais après, il y a beaucoup de choses, à mon avis, à voir. Alors, tant sur la sphère physiologique, c'est-à-dire au niveau des minéraux, des nutriments, à mon avis, qui sont à rebooster. Ça peut passer par l'alimentation ou de temps en temps des compléments qui peuvent redonner un petit coup de boost. Toujours, enfin, personnellement, je travaille avec des produits naturels à base souvent de phyto. Hein. Mais l'EFT, quand on a eu un gros choc, peut vraiment aider à libérer ce qui fait qu'aujourd'hui, on cherche à être sous contrôle. Quand on a eu des chocs dans sa vie, qu'ils soient physiques ou psychiques, il y a des peurs qui sont inscrites dans le corps. C'est d'ailleurs ce que peuvent travailler les kinésiologues ou les éthiopathes. Hein. En EFT, c'est la même chose. On va chercher à venir libérer la peur qui a été ancrée dans le corps et dans la tête, entièrement ou non hein, d'ailleurs, et qui fait que ça pompe beaucoup d'énergie parce que quand on a peur, on veut être dans le contrôle. Hein. On ne s'en rend pas toujours compte, mais on a souvent affaire à des gens qui vont être perfectionnistes, qui veulent être à la hauteur, qui veulent satisfaire tout le monde, qui veulent donner, 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 et on s'épuise énormément physiquement et psychiquement. Donc, il y a des choses à travailler à la fois, à mon avis, sur la sphère physiologique, à rebooster, requinquer un peu l'organisme. Le sérum de Quinton peut être très intéressant également. C'est de l'eau de mer. Alors, je ne vais pas repartir dans. Vous me donnez 2 €, je repars dans le Norin, moi je repars à une demi-heure. Hein. Mais voilà, la sphère physiologique, redonner de la vitalité à l'organisme et puis travailler à lâcher ce qui fait que vous ne lâchez pas et qu'elle mord aux dents et que vous continuez à être dans ce contrôle conscient ou inconscient. Mais souvent, il est présent.
Top. Merci pour ta réponse. Je vous propose, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, profitez-en. Je vais vous mettre le lien dans la section converser pour pouvoir prendre rendez-vous avec Valérie si vous souhaitez avoir un accompagnement plus personnalisé et aller plus loin sur certains sujets. Donc, n'hésitez pas. Oui, après, si vous le souhaitez, bien sûr, je peux répondre à vos questions de façon plus individuelle, en sachant qu'au cabinet, moi, je reçois en consultation, donc en naturopathie, comme je vous l'ai expliqué, sur la sphère prévention, pas besoin d'avoir un pied de travers pour aller voir un naturopathe, comme je dis souvent, mais également accompagnement de toutes les pathologies chroniques, tout ce qui est chronique et que vous n'arrivez pas, dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. L'objectif étant de travailler sur la cause de la cause de la cause et non pas uniquement sur le symptôme, hein, ça c'est important. Et puis toujours avec une approche personnalisée, puisqu'on cherche la cause. Hein, ça ne sera pas un pansement ou une réponse systématique pour une même symptomatologie. Après, l'EFT, bien entendu, je travaille également avec Access Bar, je fais des séances de relaxation en petits groupes également. Et puis, je fais des massages sur tout ce qui est tension musculaire, ostéotendineuse. L'objectif étant de redonner de la circulation, qu'elle soit sanguine, lymphatique, énergétique, de redonner de la vitalité à l'organisme, de rééquilibrer un peu tout ça dans un objectif de détente vraiment pleine et entière dans le corps et dans la tête. Réflexo-plantaire également, etc. Des ateliers en aromathérapie, confection de produits cosmétiques, ateliers produits ménagers, enfin bref. C'est assez varié. Et puis, effectivement, si vous avez possibilité sur mon site, vous avez toutes les informations pour les gens que ça peut intéresser. Merci Valérie. Si vous n'avez pas d'autres questions, merci à vous. Je vous propose donc de clore. Merci à toi. Merci à vous. C'est gentil. Merci de vos retours, en tout cas. J'espère que voilà, ça a pu vous apporter un certain nombre d'informations, d'éclairage, permet d'avancer un petit peu, voilà, chacun sur son chemin. J'espère que voilà. Merci de vos retours, en tout cas. Merci pour cet échange très enrichissant. Et je vous dis à très vite et je vous souhaite une très belle journée. Merci, bonne journée à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir.